Pascal Bruckner est l'un des rares essayistes français à poser le bon diagnostic. Le problème, c'est qu'il le pose au mauvais niveau, et que ce décalage d'un étage suffit à ruiner l'édifice entier. Bruckner écrit depuis les années 80 sur ce qu'il appelle les pathologies morales de l'Occident contemporain. L'injonction au bonheur qui rend malheureux, la culpabilité postcoloniale érigée en posture intellectuelle, la victimisation devenue mode d'accès au droit, l'individu moderne dissous dans une enfance prolongée par le confort et la consommation. C'est un moraliste au sens classique du terme, la bruyère avec un passeport, Chamfort avec une carte de presse, et il manie la langue avec une précision qui rend la lecture immédiatement persuasive. Ce que Bruckner fait concrètement, c'est construire des entités. Il prend un ensemble hétérogène de pratiques discursives, de normes thérapeutiques, de postures académiques, de dynamiques médiatiques, et il les fond en une figure unique dotée d'une psychologie. La victime, l'Occident souffrant, le bonheur obligatoire. Ces entités lui servent ensuite de sujets grammaticaux. L'Occident se hait, la modernité exige, la culpabilité habite l'individu contemporain. Le tour est habile parce qu'il est littéraire. Les personnifications fonctionnent dans la prose comme nulle part ailleurs. Le problème central est un problème d'échelle, et il traverse toute l'œuvre sans jamais être résolu, ni même reconnu. Ce que Bruckner décrit comme la condition psychologique de l'individu occidental est en réalité une propriété du dispositif dans lequel cet individu est pris. La haine de soi, le culte de la culpabilité, l'impuissance érigée en posture morale. Ces phénomènes n'existent pas dans les sujets qui les manifestent comme un trait de caractère se logerait dans un tempérament. Ils existent comme effet d'une configuration historique, institutionnelle, médiatique, qui les produit, les entretient et les sanctionne. Mais Bruckner opère un glissement constant. Il part d'une structure collective, un régime de subjectivation, un mode de gouvernement des émotions, et la réinscrit dans la psychologie individuelle, comme si l'individu était l'unité réelle du phénomène plutôt que le lieu où il s'incarne. Ce faisant, il confond le support du phénomène avec sa cause. Les conséquences sont considérables. Dès que la culpabilité ou le victimisme devient une disposition plutôt qu'une relation, l'analyse bascule vers la morale. On ne se demande plus quelles conditions rendent cette disposition si largement partagée, si étrangement stable, si imperméable à la réfutation individuelle. On se contente d'en appeler à la volonté. Reprends-toi, assume ton destin, cesse de te complaire. Et c'est là que Bruckner, malgré lui, répète exactement la structure qu'il prétend critiquer. L'injonction au bonheur qu'il dénonce comme tyrannique est simplement remplacée par une injonction à la vigueur, tout aussi impérieuse, tout aussi aveugle aux mécanismes qui rendent difficile de s'y conformer. La forme de l'ordre moral reste intacte. Seul le contenu change. Ce mouvement est rendu possible par une métaphore que Bruckner n'examine jamais, le diktat. Le bonheur comme tyrannie, comme commandement, comme pouvoir qui s'exerce sur le sujet. L'image est séduisante parce qu'elle est familière. Mais un diktat implique un énonciateur, une sanction, un appareil de coercition. Or, le bonheur consumériste qu'il dénonce n'a pas de sujet grammatical stable. C'est un effet diffus de pratiques publicitaires, de normes thérapeutiques, d'architecture de choix, de dynamique de comparaison sociale. En le traitant comme une tyrannie, Bruckner lui prête une agentivité qu'il n'a pas, et du même coup simplifie radicalement le problème. Si c'est un tyran, il suffit de résister. Si c'est une structure, la résistance individuelle est précisément ce qui est en question. La métaphore court-circuite l'analyse au moment exact où elle devrait la commencer. Le même mécanisme travaille la figure de la victime. Bruckner l'utilise à la fois comme diagnostic sociologique et comme insulte morale. Et cette ambiguïté n'est pas un accident de style, elle est structurellement nécessaire à son argument. Quand il écrit que la victimisation est devenue un mode d'être, il installe une métaphore ontologique. La victime n'est plus quelqu'un à qui il est arrivé quelque chose, elle est quelqu'un qui est d'une certaine façon. Ce glissement du statut à l'essence lui permet ensuite de traiter des revendications politiques radicalement hétérogènes, féministes, postcoloniales, minoritaires, comme autant de manifestations d'une même disposition psychique. Mais une disposition psychique n'explique pas pourquoi certaines populations ont des raisons objectives d'invoquer un tort. La métaphore de la culture victimaire absorbe la question empirique dans une question de caractère. Ce n'est plus de la sociologie, c'est de la physiognomonie. Ces exemples souffrent d'un défaut symétrique. Dans Le sanglot de l'homme blanc, l'exemple récurrent est celui de l'intellectuel tiers-mondiste des années 70, célébrant la violence anticoloniale et se flagellant au nom de la culpabilité blanche. C'est un exemple réel. Il existe des textes, des auteurs, des postures identifiables. On est ici dans la zone grise entre l'essai de conviction, genre parfaitement légitime, et la prétention au diagnostic culturel objectif, prétention que Bruckner ne renonce pas à formuler. Il veut la liberté formelle du moraliste et l'autorité cognitive du médecin.
Ces deux postures sont incompatibles et leur cohabitation non avouée est le ressort rhétorique de toute l'œuvre. Le problème est qu'une intelligence qui identifie la bonne maladie au mauvais niveau d'organisation ne guérit rien. Elle se contente, avec une certaine grâce, de nommer les symptômes indéfiniment. Ce que Bruckner produit, au bout du compte, est une rhétorique qui permet de déplorer une configuration sans en expliquer la persistance, et donc sans donner les moyens d'en sortir. Son talent est incontestable. Mais ce talent travaille précisément contre la lucidité qu'il prétend exercer. Il rend difficile, à la première lecture, de distinguer la précision de sa propre performance. La cohérence de l'œuvre est réelle, mais elle est rhétorique, non épistémique. Elle tient parce que Bruckner est un prosateur de talent, non parce que ses catégories découpent le réel. Ce n'est pas une analyse des sociétés contemporaines. C'est un essai de conviction qui a décidé de ne pas se l'avouer.